nous allons vers notre dernière intervention pour cette session. Monsieur Timur Muhyiddin, maître de conférence à l'INALCO, spécialiste de langue et de littérature turque, directeur de collection Lettres turques chez Zec Sud et de la collection Littérature comparée chez Pétran, donc d'excellente maison d'édition qu'on ne peut que vous recommander, traducteur éminent de nombreux auteurs, qui va nous parler également dans une espèce d'eschatologie qui est le thème transversal de cette session, sur l'application du fantasme orwellien, puisque George Orwell, visiblement, n'avait rien vu de la vie culturelle turque en 2024, c'est-à-dire 50 ans après la date orwellienne. La parole est à vous, chers collègues. Merci. Alors, bon, moi j'ai procédé de manière un petit peu différente, vous allez voir. Je m'en expliquerai à la fin. Donc, effectivement, cette communication s'appelle George Orwell n'avait rien vu. Bien que j'observe depuis de longues années la littérature et ce qu'on appelle la vie culturelle en Turquie, que je lise les rapports contradictoires d'organisations indépendantes comme l'Association des éditeurs de Turquie ou des think tanks proches du gouvernement, il y a quelques années, tandis que se confirme la parole de divers acteurs de ce monde des lettres qui continuent d'exister tant bien que mal dans un paysage secoué par des crises récurrentes, je cite, l'obsession de donner un visage acceptable à la ville d'Istanbul en 2010, c'était la capitale de la culture, les événements de Gezi en 2013, la tentative de putsch en 2016 et son cortège d'interrogations, des élections à répétition, plusieurs guerres menées de front, d'innombrables chasses aux sorcières menées de front, une incapacité à se projeter très loin dans l'avenir, je ne peux que constater une grande créativité. Sans doute pour ces mêmes raisons, et parce que le marché le permet, n'a-t-on jamais vu autant de produits culturels, dont une bonne partie est novatrice, inventive, mise à disposition. Livres, revues, films, productions, y compris des médias numériques. Le paradoxe est intéressant et stimulant, mais induit plusieurs questions auxquelles nous pouvons répondre dans l'état actuel des choses. C'est à ce titre que je voudrais vous lire un texte que j'ai reçu il y a 2 semaines. Un texte turc, écrit à la main et scanné, qu'un ami éditeur m'a transmis. J'ai tout de suite reconnu l'écriture, car j'ai échangé avec cet ex-romancier une correspondance pendant des années. C'est une graphie d'ancien bon élève, très régulière, maîtrisée, qui ne se laisse pas emporter par les émotions. Le texte n'est adressé à personne, il fait sans doute partie des brouillons, des notes privées, voire de ces esquisses que l'on réserve à un journal intime. Mais l'auteur, dont j'ai été très proche depuis 1990, ne tenait pas à la connaissance de journal intime. Il avait simplement pris l'habitude de se confier entre les lignes dans ses textes de fiction. Donc voici, à partir de maintenant, c'est le texte de fiction. Je peux comprendre qu'un État surveille ses citoyens, y compris les artistes. Mais l'archivage des conversations téléphoniques, les connexions aux postes de télévision, la surveillance des immeubles, le traçage des déplacements dans les transports publics, l'augmentation du nombre de voitures sans chauffeur qui filment les passagers, constituent non seulement une violation de la vie privée, quelqu'un m'a récemment dit qu'un projet de loi envisageait de rendre ce concept illégal, mais aussi une immense absurdité. À mon humble avis, l'idée déjà ancienne de formater les esprits serait sans doute plus efficace et laisserait l'impression d'être plus libre. Si vous étudiez une langue étrangère porteuse d'un modèle culturel rétrograde et de valeurs morbides, que vous lisez à répétition un très vieux texte religieux, il est reconnu que vous acquérez des principes de vie sains et tolérables pour votre entourage. Cela devrait suffire. Mais pour ceux qui continuent de lorgner vers la vieille Europe, une simple poignée d'irréductibles maintenant, la situation est désespérée. Depuis la rentrée universitaire 2024, l'alphabet arabe a repris droit de cité. Toute une génération, et certains sont encore jeunes, de professeurs est devenue illettrée. Nos diplômés de lycée Imam Hatip vont pouvoir prendre leur place. D'ailleurs, depuis 5 ans, plusieurs lycées Muammar Kadhafi ont été ouverts et connaissent un grand succès. L'enseignement y est donné en turc et en arabe. J'en connais 2 à Beyoğlu, un quartier qui manquait d'établissements secondaires acceptables. Et les bibliothèques, fort peu fréquentées chez nous, sans doute parce que l'offre y est décevante, beaucoup trop de livres traduits de l'anglais et du français, ont connu un désherbage nécessaire. Cela m'a rappelé l'objectif du professeur Auerbach au cours des années 1940. Il est cette fois bien atteint. Nous réussissons à produire des œuvres scientifiques avec des bibliothèques quasiment vides. Au moins, ne serons-nous pas distraits par les élucubrations des nôtres. Il faudra y ajouter la liste
publié cette semaine, sur recommandation du ministère du Tourisme et de l'Éducation, des auteurs que l'on ne publiera plus. Je pense néanmoins que pour Charles Dickens, la décision est un peu exagérée. Mais Nietzsche, Dostoïevski et Romain Rolland ont fait beaucoup de dégâts. Il est temps d'arrêter les freins. La culture turque aurait pu connaître un développement plus rapide, sans le frein de ces idéologies d'une Europe en perte de vitesse. Je n'aime pas beaucoup le mot décadent, parce qu'il nous concerne tous, et reflète simplement l'évolution du monde. Mais pourquoi doit-on toujours se lamenter? Les musées, par exemple, constituent un exemple réussi de nos capacités. Quand je songe que j'y allais très peu dans mon enfance, avec une augmentation de plus de 250% en 2 ans, le pays est devenu un vaste musée à ciel ouvert. Antiquités, instruments oratoires, maisons rebâties à l'identique, quartier 1900 réhabilités, centre d'art contemporain, tout cède à la mode de la présentation cadrée et de la nostalgie. Ce pays n'est qu'une immense nostalgie, sans doute le point fort de notre culture. Je pensais, dans ma candeur, que les religions asiatiques avaient été définitivement repoussées. Après avoir essayé de prendre le pouvoir sur notre population globalement satisfaite de l'islam, les clubs de yoga et associations culturelles venues d'Extrême-Orient ont été fermés. Mais les mosquées restent vides, délaissées par l'ancienne population du vendredi. Il faut admettre que la foi n'a pas besoin de mosquées ni de tekkes. Pour les plus pieux, j'ai lu que des villages entiers d'Anatolie avaient été investis par d'anciens combattants de l'État islamique, comme en Bosnie. Barbus débonnaires qui cultivent des légumes biologiques dans un contexte de pensée wahhabite apaisée. Ils boivent de grandes quantités de thé et ne viennent pas ici nous interdire nos boissons favorites. Mais tout le monde sait que la bière sans alcool et le raki light progressent. Nos concitoyens se préoccupent de leur santé. Un poète contemporain, Tan Su, écrit que les mots nourriture et les ruines d'un cosmopolitisme réactionnaire sont éminemment poétiques. Notre littérature contemporaine a su conserver une haute idée de la matière politique. Alors, reprends le commentaire du départ. Ces extraits d'un texte un peu fouillis ne m'inspirent néanmoins quelques réflexions. L'auteur, né dans les années 50 du XXe siècle, qui plaçait si haut la responsabilité de l'écrivain, il n'utilisait jamais d'ailleurs le mot intellectuel, se montre préoccupé par une figure qui aurait pu incarner la rigueur morale de celui qui a des convictions fermes, tout en laissant parfois libre cours à l'imagination fantaisiste du créateur. Il constate avec effroi l'effacement d'un modèle de référence comme l'ancien ordre l'avait créé. Un article, une chronique régulière dans la presse, une conférence dans un lieu bien choisi, université ou centre culturel ayant pignon sur rue, un roman dont la fable exprimait clairement l'ambiguïté du statut de la critique sociale et politique. Des outils simples et efficaces qui permettent une pensée alternative et un débat que chacun accepte. Pardon, que chacun acceptait. Ce que cet écrivain ignore, ce qui est guère étonnant pour quelqu'un qui s'est retiré du monde dans un de ces villages laïques du bord de la mer Égée, c'est que notre romancier classique Ahmed Hamid Tanpena a enfin été traduit en indonésien. Bahasa Indonesia, la 5e langue du monde. Et ce n'est sans doute pas un hasard si le prix Nobel de littérature 2024, Adhita Segura Patardi, un auteur de non-fiction indonésien, avoue sa dette envers le séiste romancier turc. D'ailleurs, ajoute-t-il, les deux pays sont liés par un destin semblable. 2 grands chefs d'État successifs ont permis la fondation d'un État moderne qui a su revenir aux valeurs salutaires de l'islam. Et lui, dont je me souviens qu'il vouait un véritable culte à l'alphabet latin que nous avons adopté en 1928, presque 100 ans déjà, que peut-il penser de la décision récente de ne plus enseigner que 2 langues étrangères à l'université, l'arabe et le coréen? Il est plus sage pour nous de renoncer au chinois, cette langue impérialiste qui ne nous apportera rien de bon. Car ce pays nous menace régulièrement d'une intervention militaire. Nous le conspuons. Ils n'ont qu'à venir, nous le renverrons chez eux, dans autant de cercueils en zinc. Maudit chinois, un turc vaut bien le monde. Mais ne croyez pas que nous sommes racistes. Le nouveau maire d'Ankara est un noir de la région d'Aydın. Et le ministre de l'économie nommé il y a quelques jours est un Syrien. Quel pays d'Europe peut en dire autant? C'est tout. Je répondrai aux questions, évidemment, plus scientifiques. Merci.